Hey, bonjour tout le monde, bonjour les parents conscients. On est mardi midi. J'avais hâte de faire cette entrevue-là avec Joanne Parent. Je vais vous la présenter dans une petite minute. Je vais laisser les gens arriver, les gens se connecter. On va dîner ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet, je pense que assez important, intéressant et assez d'actualité, l'hypersensibilité. Je ne sais pas, pour vos enfants, moi, personnellement, j'ai un enfant que je qualifierais d'hypersensible. C'est quoi l'hypersensibilité? On va en parler avec Joanne, qui est experte dans le domaine. Joanne, qui est psychoéducatrice. Mais juste je veux aller voir si on est bien en live. Ceux qui sont là, je vois qu'il y en a qui se connectent. Peut-être m'écrire un petit coucou en commentaire, juste me dire d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous nous écoutez. Juste me dire salut. En fait, je vais voir si les commentaires fonctionnent. Et on utilise StreamYard. Donc, si vous voulez que je vois votre nom, il faut comme cliquer là, pour accepter que StreamYard voit votre nom. Sinon, je vais voir quand même vos commentaires, mais je n'aurai pas votre nom. Donc, je ne pourrais juste pas vous saluer personnellement. Alors, voilà, je veux juste m'assurer que tout le monde nous voit. Un instant. Comme ça ici. Est-ce qu'on est live? Oui, génial. Alors, on est là pour maximum 1 heure. On va voir combien de temps que ça prend. Salut, salut. Merci à ceux qui nous écrivent. Aujourd'hui, j'avais envie d'inviter, ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de se contacter, de trouver un horaire commun, là. Joanne Parent. Joanne Parent, elle est psychoéducatrice, aussi une collègue. Ça faisait longtemps que j'y avais parlé, justement, juste avant qu'on commence le live, on se remémorait. Ça doit faire près de 3 ans et demi, là. On collaborait ensemble, on discutait. Et là, on s'est comme perdu de vue pendant un bout de temps, suite, entre autres, à un déménagement. Et là, je la suivais sur les réseaux sociaux, puis là, elle parlait de plus en plus d'hypersensibilité. Elle a développé des projets, elle est en conférence un peu partout, elle va vous en parler. Et j'ai dit, il faut que je la reçoive parce que c'est tellement un sujet qui revient souvent chez mes clients, mais aussi chez les gens qui me suivent, l'hypersensibilité chez les enfants. Donc, Joanne, elle est psychoéducatrice, comme je l'ai dit, depuis plus de 24 ans. Là, elle va pouvoir nous préciser. Elle a une expertise d'accompagnement auprès des enfants, des adolescents, mais aussi auprès des parents. Puis c'est vraiment dans le sujet, le concept de l'hypersensibilité. Elle va nous en parler vraiment ici au Québec. On a peut-être un léger retard là, par rapport à toute la compréhension de ce sujet-là, mais aussi l'intervention, l'accompagnement des personnes hypersensibles. Ça l'a même amené à développer différents produits là-dessus. Elle va nous en parler. Alors, Joanne, je t'invite avec nous. Merci d'être là, Bonjour! Joanne. Ben, merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. On a réussi à se trouver une plage commune très occupée, puis très honorée que tu sois là, que tu prennes du temps pour nous. Je pense que ça va être un sujet apprécié. Il y avait plein de personnes qui avaient hâte là, de t'entendre parler de ce sujet. J'ai envie de dire sujet de l'heure, hein, parce que on entend parler de plus en plus, on dirait qu'on a de plus en plus d'enfants hypersensibles. Je ne sais pas si toi, tu vois ça aussi. Ben, en fait, on n'en a pas plus qu'il y en avait, mais en fait, on comprend mieux ce que c'est et ce qui fait que, parce qu'en fait, l'hypersensibilité, ça existe depuis toujours. Hein? C'est un trait de caractère, puis c'est un trait qu'on retrouve pas juste chez les humains, mais aussi chez les animaux. On s'est rendu compte que les animaux aussi avaient ce trait de caractère-là. On pouvait le retrouver chez les animaux. Donc, depuis la nuit des temps, ça existe. Et si on avait tous été pareils, puis qu'on avait justement tous eu le même trait de caractère, ça n'aurait pas été aidant. Donc, assurément, l'hypersensibilité a servi à l'humanité parce que ça a permis l'évolution. Pas juste ça, assurément, mais à tous les niveaux, donc tant au niveau des humains que des animaux. Donc, les biologistes ont rencontré justement les chercheurs en psychologie pour se rendre compte que finalement, ils cherchaient les mêmes affaires, puis en bout de ligne, ils avaient à peu près la même proportion chez les animaux que chez les humains d'hypersensibles. Et cette proportion-là est quand même assez grande. On parle de 15, en fait plus que ça, d'un 20 à 30 aujourd'hui d'hypersensibles chez les humains, donc, et chez les animaux aussi.
C'est difficile d'avoir un assez élevé, 20-30%. Oui, exact. Puis c'est difficile d'avoir un pourcentage clair parce que c'est un trait, donc c'est pas diagnosticable. On ne peut pas clairement définir ah oui, avec tel critère, tu as exactement telle affaire, comme on peut diagnostiquer, par exemple, une maladie ou un contexte psychologique. Mais avec ce qu'on recense à travers le monde, les chercheurs nous indiquent qu'on est rendu à 20-30%, puis ça ne me surprendrait pas avec les recherches qui avancent, qu'on en vienne à plus que ça. OK. Hey, Joanne, je t'arrête un petit moment parce que j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'un peu plus t'écouter. Là, je t'ai décrit brièvement qui tu es, puis mettons ton titre et tout ça, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en tant que psychoéducatrice à ce sujet-là de l'hypersensibilité. Puis pendant qu'on t'écoute, là, les gens qui sont là avec nous, j'aimerais ça vous lire, à savoir, pourquoi vous intéressez aujourd'hui à ce sujet-là? Est-ce que vous avez un enfant ou est-ce que vous avez des élèves ou des enfants que vous suivez que Joanne vient de nous dire qu'il y en a 20-30%. Est-ce que vous êtes touché par l'hypersensibilité, soit vous ou l'un de vos enfants? Fait que Joanne, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers ce sujet-là? En fait, comme tu disais tantôt, ça va faire 25 ans cette année que je suis psychoéducatrice. Donc, je travaille auprès des enfants, des ados, des adultes aussi, pas juste les parents, mais les adultes. En fait, tous les gens qui peuvent avoir des difficultés d'adaptation à certains moments de leur vie. Et au fil des ans, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient différentes situations, différentes difficultés. Et je me disais, il y a toujours bien sûrement un fil conducteur qui fait en sorte que ça peut nous aider. En fait, si on adressait ce fil conducteur-là, probablement qu'on pourrait peut-être aider différemment les gens qui éprouvent des difficultés d'adaptation. Et en cherchant, en m'intéressant finalement à l'extérieur du Québec et du Canada à ce qui se passait ailleurs, je me suis rendu compte que, entre autres, aux États-Unis, on a une pionnière, en fait, c'est elle la pionnière, qui est Helen Aaron, qui s'est intéressée dans les premiers, je dirais, à l'hypersensibilité. Mais je lisais dernièrement, ce qui est très intéressant aussi, puis on pourra en reparler, c'est que depuis les travaux de Carl Jung, donc ça fait pas 2 ans de ça, il avait adressé l'hypersensibilité, lui, dans ses questionnements, dans ses recherches et tout ça. Donc, ça fait probablement beaucoup plus de 30 ans qu'on s'intéresse à ça, mais on ne l'avait pas spécifiquement nommé ou décortiqué. Bref, en m'intéressant à ce qui se passait, j'ai pris des formations. J'ai regardé aussi du côté de l'Europe. De là aussi, on a des chercheurs qui s'y intéressent. Bref, j'ai commencé à vraiment recenser, puis à faire les formations, à faire venir les bouquins, bref, tout ce qui pouvait expliquer l'hypersensibilité. Et j'ai été agréablement surprise de voir que ça pouvait correspondre à beaucoup de mes clients, entre autres. Et par la force des choses, moi-même étant une hypersensible, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me résonnaient fort, puis au-delà de ce qu'on pouvait amener d'une manière plus cognitive. Ouais. Donc, en m'y intéressant, je me suis rendu compte que je pourrais peut-être ouvrir sur des différents concepts, puis avec mes clients, pour me rendre compte que ça touchait beaucoup de gens et surtout que beaucoup de gens s'identifiaient à ce trait de caractère-là et étaient aussi souvent très soulagés d'apprendre que c'était pas un problème, mais que c'était un contexte et qu'on pouvait mettre en place des stratégies pour aider. Et que ça pouvait rendre plus confortable le quotidien. Ben, je trouve ça le fun parce que toi, tu le vivais, tu disais personnellement, ta clientèle, fait que tu as pris le temps d'aller t'informer, pas juste à ce qui se passe ici au Québec, mais mondial, voir pour approfondir ça. Puis, t'es pas, justement, il y en a plein, justement, Julie, Axel, Geneviève. Il y en a plein qui disent « Oui, je vis ça, moi ou mon enfant en vit. » Donc, je pense que c'est un sujet aujourd'hui. Puis là, tu vas nous amener aujourd'hui sur OK, comment comprendre l'hypersensibilité, mais aussi, on avait parlé de 6 clés. Là, on pourra définir un peu c'est quoi les 6 clés, comment comprendre ça, comment amener des outils, oui, chez soi pour l'enfant, mais aussi peut-être à transférer ça à l'école, peut-être également. Oui, assurément. Parce que un des problèmes
qu'on rencontre, c'est le fait que justement, on ne comprend pas nécessairement bien ce que c'est l'hypersensibilité et on peut confondre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est hypersensible, on ne peut pas avoir un diagnostic XYZ. Au contraire, là, ça exclut absolument rien parce qu'un trait de personnalité, ça reste que c'est un trait. Ça peut être difficile par moment de vivre avec ça et puis ça complexifie les choses et que ça fait en sorte que, bon, ça devient un trouble. Bien, en fait, c'est pas le trait qui devient un trouble, mais ça amène des troubles. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais d'emblée, si on adresse le trait puis qu'on met en place les stratégies, on va diminuer les chances que ça se développe, en fait, qu'on en vienne à un trouble parce qu'on trouve des moyens de s'adapter et de faire en sorte que notre quotidien devient plus léger. Parce que ce qui amène un trouble, ben c'est ça, c'est que je suis plus capable de contrôler ce qui se passe en moi, puis dans mon environnement, mon quotidien est affecté constamment et ça fait que ça altère mon quotidien. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire que parce qu'on met en place des stratégies au niveau de l'hypersensibilité, qu'on va éviter toute problématique. Non, mais il faut se dire que si on comprend mieux puis qu'on met en place des stratégies, ça peut être très aidant et ça peut faire en sorte qu'on se sente confortable, surtout chez les enfants parce qu'ils sont encore au balbutiement finalement de leur découverte. Ils ne connaissent pas la vie, puis même nous, adultes, on n'a pas la prétention de dire qu'on la connaît tant que ça d'une manière très explicite. Donc, on peut se dire que pour des enfants, c'est extrêmement difficile des fois de trouver les repères intérieurs, mais aussi environnementaux. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus précisément, concrètement, de c'est quoi, en tout cas de ton point de vue, c'est quoi pour toi l'hypersensibilité? Puis en même temps, j'aimerais relancer ceux qui nous écoutent, là, pour vous, ceux qui ont dit oui, moi ça m'intéresse, je le vis pour moi, mes enfants, j'en vois. Qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire là, que ça, ce que vous voyez, c'est de l'hypersensibilité? Nommez-nous des exemples que vous pensez qui font partie de l'hypersensibilité. Puis en parallèle, Jeanne, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est quoi pour toi l'hypersensibilité? Là, tu nous as parlé de traits de caractère, traits de personnalité, mais c'est quoi concrètement, là? En fait, l'hypersensibilité, c'est tout le corps qui résonne, en fait, dans différentes situations, en fait, au quotidien. Ce qui veut dire qu'on a plein d'entrées sensorielles qui sont, bon, nos sens, mais au-delà de ça, nos sens, on a aussi l'aspect affectif, on a assurément, bon, la peau, tout ça, on en parlait tantôt. Nos sens, c'est une chose, mais comment on traite l'information, c'est ça, dans le fond, être hypersensible, c'est que on est toujours, les hypersensibles sont constamment, en fait, c'est pas toutes les entrées sensorielles qui sont égales pour tout le monde. Comme pour quelqu'un, mettons, de se retrouver avec des bruits agressants constamment, ça peut devenir une charge sensorielle épouvantable qui fait que ça l'empêche de faire, mettons, son travail au quotidien ou un enfant, par exemple, d'être attentif en classe. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il y a un problème, par exemple, avec le traitement auditif. Mais ces entrées sensorielles qui sont l'ouïe, bon, la vue, le goûter, l'odorat, sont comme exacerbées. Donc, c'est plus intense, finalement, que la moyenne des gens qui sont plus dans le 70%. Mettons que chez les hypersensibles, il y a constamment une charge sensorielle qui est là, qui est présente au quotidien. Puis d'autant plus présentement, parce qu'il y a un stress mondial qui est très intense et les hypersensibles sont très connectés aux gens. Donc, c'est des gens qui sont hyper empathiques. Ils sentent tout de suite, quand ils rentrent dans quelque part, ils font « Ah, que je me sens pas bien, il y a une mauvaise vibe ici » ou au contraire « Wow, je me sens bien ». Les neurones miroirs se connectent facilement chez les hypersensibles, je dirais. Constamment, ils sont en connexion avec les gens. Ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ne vont pas bien, eux autres aussi, ils ne vont pas bien. Fait que c'est tout ça qui est interrelié. Donc, c'est difficile de catégoriser puis de dire clairement qu'est-ce qui correspond finalement à l'hypersensibilité. Mais quand on lit, Hélène Arendt, justement, a vraiment fait des questionnaires qui peuvent être très intéressants à aller voir sur son site à elle. Est-ce que tu pourras nous donner les liens après, puis on les mettra en commentaire? Assurément, on pourra les mettre et puis ça peut donner des repères.
En fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que si je me reconnais ou si je reconnais mon enfant au travers ce qui est énoncé, ben c'est probablement parce que je suis hypersensible. Puis comme toutes les autres choses de la vie, c'est pas parce que, tu sais, moi j'ai les yeux bruns, ben mes yeux vont rester bruns toute la vie, mais il y a différentes teintes de brun. Puis même si je voudrais les avoir bleus, ben je les aurais jamais bleus. Donc l'hypersensibilité, c'est ça aussi, c'est d'accepter qu'on est comme ça, mais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider et surtout être confortable avec nos yeux bruns. J'aime quand tu parles accepter une notion d'accueil, de deuil, d'adaptation. Il y a Julie ici qui nous parle, elle, ce qu'elle observe, c'est ça, la grande empathie. Tu en as parlé, tu sais, au niveau émotionnel, on vit ça intense. Axel qui parle, mon garçon s'enfuit lorsqu'il y a des gros bruits. Hein, ici, ça serait plus auditif, qui le rend très inconfortable. Refus d'aller aux toilettes à cause des bruits. J'ai perdu le... Si on l'empêche de faire quelque chose en prenant le bras, tu sais, quand on le touche, réagit comme si on lui arrachait le bras. Bien, ça, c'est vraiment important parce que ça, je le vois beaucoup présentement. La peau, c'est notre première, dans le fond, c'est notre contact au monde. Puis présentement, comme je disais, on est beaucoup chargé, ce qui fait que des fois, il y a des parents qui me disent, ben là, il me dit que je crie après, je crie pas, je fais juste comme changer ma voix parce que là, j'ai comme un ton de plus. Mais c'est vraiment pour l'enfant, c'est crier comme pour prendre le, mettons, dire, viens-t'en ici. C'est comme, ah, tu m'as arraché le bras, tu sais, pratiquement. Mais ça, il faut faire attention parce qu'effectivement, pour l'enfant, c'est une agression. Donc, c'est pas parce que notre intention est de lui faire mal, mais c'est de dire, viens-t'en là, je suis tannée, puis de mettre une limite. Mais comment lui le perçoit. Hein? Exactement. Et ça, il faut être vigilant, très vigilant, je dirais, parce que il y a les charges de l'enfant, mais il y a les charges du parent aussi là-dedans. Puis là, ben, finalement, ça fait une roue sans fin. Et des fois, c'est là que ça dégénère, puis ça devient épouvantable là, comme répercussion, puis ça finit par être extrêmement difficile. Mais oui, de prendre conscience, juste prendre conscience, puis se dire, ah, OK, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent. Puis moi, j'aime bien imaginer, comme je te disais tantôt, on a toute une petite ballonne au fond de nous, là. Puis la ballonne, elle gonfle, elle dégonfle, puis elle pète. Bien, chez les super sensibles, elle gonfle rapidement. Je sors de mon lit, je pile sur un Lego, ma ballonne, elle gonfle. Mais là, ma ballonne est gonflée, c'est même pas rien passé de ma journée. Puis là, je m'en vais dans la cuisine, je m'en vais dans la salle à manger. Je voudrais manger quelque chose, puis là, il n'y en a plus. Ma ballonne gonfle parce que moi, j'avais prévu manger ça. Donc, les charges sont là, puis ils sont intenses, puis la journée n'est même pas commencée. Fait qu'on peut s'imaginer qu'on multiplie le nombre de charges au cours de la journée. On peut se rendre souvent à l'évidence que quand le retour à la maison arrive, ben là, ça dégénère. Puis bref. Donc, il faut trouver les moyens qui... La ballonne explose. Oui, exact. Puis il faut trouver ce qui fait gonfler la ballonne, mais aussi ce qui la fait dégonfler, parce qu'elle va continuer à gonfler. Ça, fait qu'elle n'explosera pas vraiment. Sauf qu'elle va tellement prendre de la place que ça nous rend inconfortable. On souhaite, mais dans la réalité, qu'elle n'explose pas, c'est presque impossible. Là. Mais il va y avoir des explosions qui vont peut-être être moins fréquentes, puis ils vont peut-être être un peu plus adaptés, dans le sens que je peux exploser, par exemple, en déchirant du papier, en criant dans mon oreiller ou en faisant plein de choses qui n'auront pas d'impact dans mon environnement, mais aussi qui vont me soulager. Et ça aussi, c'est important. Ben, c'est ça, comment aller soulager, comment aller tout en, on va dire, respectant l'hypersensibilité, respectant le tempérament de l'enfant et tout. Mais là, justement, j'ai envie qu'on glisse un peu dans les clés. Je pense que tu l'avais avec toi, tu as fait une entrevue récemment dans 2 revues ou une revue particulièrement. Là, je pense que tu en as une entre les mains. Est-ce que tu peux nous montrer la revue? En fait, Innovation en éducation, c'est une excellente revue d'ailleurs, qui est européenne, mais qui est mondialement distribuée. Et depuis dernièrement, on peut se la procurer. Là, en fait, les derniers numéros avant ne pouvaient pas être... on ne pouvait pas se les procurer. Maintenant, on peut acheter à la pièce les numéros sans abonnement parce que c'est une jeune revue.
mais qui englobe plein de professionnels à travers le monde et qui vise justement à innover en éducation, mais surtout permettre justement de répondre aux besoins de chacun. Donc, c'est dans cette revue que j'ai eu le privilège d'écrire et pour les parents et pour le milieu scolaire. Donc, on mettra le lien aussi, si tu veux, de la revue, si les gens veulent s'en procurer. Oui. J'avais envie de revenir justement sur les articles que tu as faits pour partager des clés qui, là, on va mélanger un peu tes deux articles qui vont pouvoir servir autant à la maison, mais aussi peut-être être transférables dans le milieu scolaire pour voir, OK, comment comprendre, comment aider, comment accompagner l'enfant. Puis justement, je pense que la première clé, on commence avec comprendre. Hein? Oui, puis ça, c'est pas facile parce que, juste de se questionner, de s'arrêter, puis même, tu sais, d'être là présent aujourd'hui, je pense que pour les gens, déjà, de s'y intéresser, déjà, ça va aider à mieux comprendre ce qui se passe, de faire des recherches. Puis comme je dis, moi, l'avenue que j'emprunte en ce qui concerne l'hypersensibilité, c'est vraiment celle du trait de caractère. Il y a d'autres approches, entre autres, qui vont amener plus dans un contexte de désensibilisation, de permettre de rendre plus fonctionnel, je dirais, la grande sensibilité. Moi, c'est pas cette avenue-là, c'est pas dans cette avenue-là, pardon, que je l'adresse. C'est vraiment plus dans le contexte, justement, de trait et de normaliser ce trait-là, comme je dis, considérant le pourcentage de gens que ça touche. C'est important. Donc, de s'informer, de voir aussi avec les enfants, de leur expliquer, parce qu'il y a ça aussi, c'est que l'enfant, si on lui explique ce qui se passe, bien, assurément, on va permettre, en fait, de pouvoir mieux saisir aussi intérieurement ce qu'il a. Puis, dans ce sens-là, bien, moi, c'est pour ça que j'avais conçu le petit carnet au départ que j'ai ici. Oups! Ouais, c'est ça. Un petit carnet qui englobe finalement les différents, je dirais que c'est les principales caractéristiques qu'on va retrouver chez les hypersensibles. Et moi, je l'amène vraiment comme étant un super pouvoir parce que être hypersensible, comme je le disais tantôt, c'est vraiment de voir peut-être des petits détails que la majorité des gens ne voient pas. C'est d'entendre des bruits, des subtilités que la majorité des gens ne vont pas nécessairement être au fait. C'est de même, à la limite, sentir des subtilités, des odeurs qui sont très subtiles. Assurément, ça, c'en est un super pouvoir. Puis, pour vrai, sans vouloir enlever aux autres types de personnalités, mais l'humanité a vraiment survécu, puis c'est ce que les chercheurs se plaisent à dire, grâce aux hypersensibles, parce que dans le temps de la préhistoire, les animaux et les hommes hypersensibles pouvaient justement entendre de loin le danger et de esquiver finalement le danger qui arrivait, alors que peut-être que la majorité des autres qui étaient beaucoup moins sensibles ne l'auraient pas finalement. Sauf que là, ce que tu expliques, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est de normaliser, comprendre et s'en servir pour. Et non pas. Mais là, on peut comprendre que ça peut devenir non fonctionnel à certains égards, mais la première étape, c'est comprendre, normaliser ce qui se passe, accepter, accueillir. Puis après ça, on va pouvoir travailler avec ça. Et ça, sinon, on contrôle puis on combat. Là. Oui, puis en fait, c'est que, tu sais, comme tu dis, une des choses qui peut revenir, c'est de dire, ben là, il se sert de son hypersensibilité pour excuser, mais en même temps, des fois, c'est plus d'expliquer ce qui se passe. Puis encore là, c'est difficile parce que pour le parent qui a par exemple, une vision finalement du développement, mettons, de l'enfance, ben, il ne voit pas nécessairement toujours au travers tout ce qui se passe, cette notion-là. Donc, l'enfant, quand il le ramène, c'est sûr que ça vient confronter aussi le parent qui fait « Pourquoi il me dit ça? » Puis là, il utilise ça tout le temps. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant parce que justement, ça peut servir d'échange puis de dire « Oh, ça fait peu. » Il y a des choses, effectivement, qui appartiennent à ton trait de caractère, mais il y a des choses aussi qui font partie de la vie, puis qui font partie du développement humain général, puis qui ne sont pas nécessairement
En fait, être hypersensible, c'est pas être fragile. Là. Puis ça, il faut aussi bien le comprendre parce que beaucoup de gens ont une fausse idée que l'hypersensibilité, c'est comme un pauvre petit, il faut l'épargner. Mais non, c'est pas ça. Okay. Oui, exactement, c'est pas ça du tout. Là. C'est pas dans cette optique-là du tout que moi je l'adresse, mais pas du tout. Fait que la comprendre, la normaliser, l'observer, voir qu'est-ce qui est quoi. Puis chaque personne est différente. Puis Das Julie qui nous demande à partir de quel âge qu'on peut aider, discuter de ça avec notre enfant, puis aider à y faire voir, puis à comprendre ça de lui-même. Là. Bien, en fait, comme c'est un trait de caractère, l'enfant naît avec ça. Donc, souvent, j'aime pas référer à ça, mais c'est des petits, les bébés, souvent qu'on appelle les babies. Là, je déteste ce terme-là, mais oui, c'est cela. Mais bref, c'est souvent des enfants qui vont avoir la difficulté à trouver un confort. Donc, dans les bras, ils vont chercher parce que tout devient, en fait, tout est effervescent dès la naissance. C'est sûr qu'à degré divers, puis à contexte divers aussi, selon. Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, je fais juste un petit détour, là, c'est que l'environnement pouvait vraiment être très aidant. Donc ça, c'est une donnée quand même assez récente qui nous dit que si on travaille vraiment l'environnement, peu importe le type de sensibilité qu'on a, on peut arriver à vraiment l'utiliser comme étant vraiment un levier incroyable. Bref, ceci étant dit, pour répondre à Julie, à partir, en fait, de l'âge où on pense que l'enfant est capable de bien mieux saisir, puis à la hauteur de ce qu'il est capable de recevoir aussi. Donc, assurément, moi, je pense que petit, c'est plus d'y aller dans la bienveillance, puis de l'accompagner, puis de surtout l'aider à apaiser ça. Donc, ça va être plus dans le geste que dans l'explication, quand on parle de plus petit. Mais plus l'enfant vieillit, plus on peut mettre des mots et surtout mettre aussi, faire des liens avec, tu sais, quand ça fait dans ton ventre, par exemple, une boule ou quand ça serre, ben ça veut dire que toi, tu le sens en plus fort, tu le sens fort, en fait. Donc, ça permet de pouvoir expliquer l'aspect de sensibilité, mais surtout, il faut éviter de l'amener dans un contexte négatif puis dire que toi, t'es comme ça, puis c'est épouvantable ou que c'est difficile ou que ça n'a pas lieu d'être. Non, non. Wow, c'est pas trop exagéré, reviens-en, c'est pas si grave que ça. Exact. Puis c'est souvent ça, entre autres avec la nourriture. Ça, je le vois beaucoup, là. Donc, ben non, ben là, mange-les, là, c'est correct, c'est bon, là. Puis l'enfant n'est pas capable, par exemple, de manger quelque chose qui est d'une drôle de couleur ou ça va élever le cœur. Ben ça peut faire partie aussi de sa grande sensibilité. Puis en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas hypersensible dans le 20 à 30 % qu'on peut pas avoir justement un dédain par rapport à un aliment. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe au niveau sensoriel pareil. Puis c'est ça, dans le fond, qui est important. Au-delà du trait de caractère, c'est de voir quels sont les besoins de l'enfant qui ressortent. Okay. Donc, puis au-delà, mettons, une fois qu'on a compris ça, là, il y en a, OK, mais on fait quoi avec? Mettons, si on poursuit avec la prochaine étape, je pense qu'on est plus dans, on a parlé déjà un petit peu dans l'acceptation, accepter. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Puis en fait, c'est que justement, dans l'acceptation, quand on parlait du parent qui dit, tu sais, ah ben là, t'as faim, là, par exemple, tu sais, je pense au retour de la garderie qui est 10 minutes entre la garderie et la maison. Là, l'enfant a faim. Bien, accepter qu'il ait faim puis qu'il faut qu'il mange. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Puis trop souvent, on dit, mais non, mais là, il va scraper son souper. Mais non, en fait, si tu apportes des collations qui sont protéinées, qui sont bonnes, qui vont lui permettre d'apaiser sa faim, on va régler une grande partie de l'irritabilité que la faim peut causer. Donc, c'est de trouver des stratégies qui vont être aidantes. C'est bon ce que tu dis, Joanne, puis parce que Julie a répondu, on dit « Hey, Moses, que c'est dur, ça vient travailler notre propre colère intérieure, puis notre colère intérieure personnelle. » J'aurais envie d'ajouter nos croyances aussi, nos attentes, ce que la société dit qu'on devrait faire, ou quand, comment. Puis là, ça vient chambouler ça là, avec nos enfants hypersensibles. Bien, assurément. Puis souvent, ben comme c'est un trait, puis c'est héréditaire, en fait, soit dit en passant. Donc, souvent, il y a un des deux parents qui se reconnaît beaucoup aussi là-dedans. Ça vient confrontant parce que c'est comme, ben coudonc, moi aussi, je le vis. Puis c'est sûr que plus on grandit, puis plus on devient adulte, plus on se trouve des stratégies adaptatives qui vont faire que si je me mets à faire
une crise parce que j'ai faim alors que je suis en attente chez le dentiste, ben probablement que là, je vais avoir des problèmes, tu sais, ça va amener d'autres problèmes sous-jacents. Ça, on est capable de le rationaliser. Mais les enfants, là, ont beaucoup de difficultés avec ça, mais surtout, je veux dire, leur besoin est là. C'est pas des caprices aussi, j'entends souvent, tu sais, c'est un caprice. C'est pas des caprices, c'est un besoin. Donc, ce qui fait que si on y répond, et qu'on y répond d'une manière adéquate, comme la collation à proprement dit, ben ça va juste répondre à son besoin, puis on va éviter finalement que ça devienne une surcharge. Mais oui, ça amène un changement de paradigme, puis en fait, ça amène peut-être aussi une espèce de souplesse, parce que c'est très nord-américain manger 3 repas par jour, là, par exemple, si on prend l'idée des repas. Mais tu sais, c'est quoi de manger des petites collations d'une manière régulière, mais qui vont permettre de toujours amener une énergie? Tout se fait, il faut juste choisir. Puis c'est sûr que si l'enfant mange des biscuits à longueur de journée, c'est une autre affaire, mais ça fait pas partie de l'hypersensibilité. C'est un autre... Ouais, tout est interrelié, mais c'est ça. Là, on s'attarde à l'hypersensibilité ici aujourd'hui. Et que, donc, accepter ce qui est, regarder ce qui nous appartient dans nos croyances et tout ça pour vraiment prendre soin. Puis là, tu rajoutais, toi, identifier. Est-ce que identifier proprement dit, puis là, j'imagine c'est là ton carnet aussi que tu nous montrais tout à l'heure. Je veux pas... Qu'est-ce que tu voulais dire par identifier? En fait, c'est identifier ce qui est désagréable, donc ce qui fait gonfler la balloune, ce qui agresse le corps, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau physique, dans le fond, c'est les charges. Donc, ce qui fait en sorte que j'arrive plus à pouvoir m'adapter parce que mes charges sont trop grandes. Fait que c'est sûr et certain que, par exemple, le matin, maman me dit que là, je devais mettre la petite robe qui me pique, puis que là, je vais mettre mes bas. Puis l'hiver, ici, c'est très difficile pour les grands sensibles parce qu'on rajoute des couches là, d'intensité, parce qu'on met le saut, les mitaines, le cache-cou, bon, bref. Puis c'est ça, puis on n'a pas le choix de vivre avec. Mais par contre, si on cumule dans une journée différentes charges, bien, si on ne sait pas c'est quoi qui charge notre corps, bien, inévitablement, on n'arrivera jamais à mettre les bonnes stratégies pour décharger le corps. Fait que c'est ça, dans le fond, quand on parle des choses qui sont désagréables, c'est surtout les choses qui vont faire en sorte que je vais être en surcharge. Puis si j'ai une charge, puis que je la gère, puis que je réussis à décharger à un certain niveau, de trouver des moyens qui vont me faire du bien, bien, ça va me laisser de la place pour d'autres charges. Donc, c'est pour ça que l'image de la balloune, à proprement dit, du ballon qui gonfle, puis dégonfle, puis qui explose, bien, je pense qu'il se veut vraiment une image qui va parler. Puis même pour les enfants, souvent, ça, moi, en bureau... Tu sais, souvent, on fait un dessin d'une balloune, puis là, ben, l'enfant va écrire qu'est-ce qui, justement, l'amène à ce que sa balloune pète, ce qui l'aide, puis on va travailler avec cet aspect-là d'essayer les différentes choses, puis surtout de voir aussi ce qui se passe, parce que le parent peut observer des choses, mais c'est surtout qu'on veut aider l'enfant aussi à être capable d'identifier, oui, quand il est trop chargé, parce que même nous, adultes, là, ça arrive fréquemment qu'on est surchargé, puis que là, tu sais, quand on dit on arrive à la maison, puis là, tout d'un coup, là, on se dit, hey, là, j'étais plus capable, là, j'ai comme pogné les nerfs, tout ça. Mais c'est ça, c'est des charges souvent qui se sont cumulées. Ça ne veut pas dire que c'est des charges extrêmes, mais ça en est des charges. Mais on n'est même pas capable, des fois, d'identifier, nous, comme adultes. Fait qu'on peut-tu s'imaginer comme enfant comment c'est difficile? Fait que plus on leur apprend jeune, plus on va les aider finalement à pouvoir être être bien dans leur vie puis être confortable, mais surtout trouver que leur expérience en ce monde est agréable parce que c'est ce qu'on a de besoin, je pense, de tous et chacun. J'imagine que c'est pas toujours évident, j'imagine, d'identifier. Il y en a qui sont peut-être plus évidentes. Les exemples qu'on a nommés tout à l'heure, mettons, quand ça crie, quand ça fait des bruits, quelqu'un qui touche, tu sais, ce qui est plus extérieur, mais j'imagine qu'il y a des, je sais pas, avec ton expérience, est-ce qu'il y en a qui sont plus subtils ou plus difficiles à aller identifier des sources ou des charges?
Mais tantôt, Julie parlait de la salle de bain, là, entre autres, là, je pense, tu sais, qu'il y avait Des bruits, là, ouais. Des fois, même l'écho. En fait, les tons de voix, j'imagine. Oui, puis les stimuli, tu sais, entre autres, au niveau justement de visuel, ça, on les néglige, ces stimuli-là, parce que on est surchargé. Donc, tu sais, dans les écrans, en fait, ce sont des stimuli qui s'ajoutent à tout le reste. Donc, qu'il y ait du bruit ambiant, c'est une chose, mais si j'ai fait plein d'écrans, si là, même, j'étais allée à l'école avec le tableau, tu sais, les fameux tableaux interactifs, là, ça peut être super le fun, mais si on l'utilise toute la journée, c'est beaucoup de stimuli, ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est important que tout le monde prenne conscience de qu'est-ce qu'il y en est, pas juste pour les hypersensibles, mais des stimuli qui peuvent faire en sorte que ça amène des charges au niveau des enfants, parce qu'il y en a beaucoup à l'école. Dans les changements de groupe, quand il y a des changements au niveau des éducateurs, quand il y a des changements au niveau des groupes, même qu'on soit à la garderie ou à l'école, les différents, justement, tu sais, des fois, quand tu arrives le matin, bon, ben c'est un éducateur, là, après ça, c'en est un autre, après ça, c'est le prof ou l'éducatrice régulière. Mais ça, ce sont toutes des charges qui s'accumulent parce que c'est des contacts différents, c'est des voix différentes, il y a beaucoup de stimuli de charges dans notre société ici au Québec, assurément. Donc, ça nous demande de nous arrêter, tu sais, puis d'observer. Ce ne sera pas évident à trouver. Comme Jannick a dit, moi, mon garçon est très sensible aux émotions des gens autour de lui. Oui. C'est super subtil à détecter. Mais après ça, puis Julie, plus haut, a dit, OK, mais ça veut-tu dire que... Je reviens un peu à ce qu'on disait avant. Est-ce que, mettons, l'enfant ne veut pas manger ses brocolis, l'enfant ne veut pas mettre ses bas, est-ce qu'on laisse tout aller ou on peut mettre des limites aussi? Tu sais, à quel point est-ce qu'on écoute les sensibilités ou on... C'est quoi ton point de vue là-dessus? En fait, je pense que c'est super important de ne pas être dans le laisser-aller parce que c'est pas aidant, c'est pas sécurisant du tout. L'idée, c'est de mettre un cadre, mais qui est doux, qui est bienveillant, qui va permettre de dire, ben effectivement, tes bas, là, tu les trouves vraiment agressants, ben on va trouver une solution ensemble parce que c'est beaucoup plus confortable si on met des bas que si tu es nu-pied dans tes bottes. Mais il y en a des enfants qui mettent jamais de bas, puis en mettront jamais. Puis est-ce vraiment grave? L'important, c'est qu'ils puissent pouvoir avoir quelque chose dans les pieds pour pas piler sur quelque chose. Donc, ils vont mettre leurs chaussures à la garderie, leurs bottes et tout ça. C'est aussi ça qu'il faut revoir. Puis quand tu dis de s'arrêter, c'est ça qu'il faut faire. C'est s'arrêter, se questionner, puis se dire, bon, ben en ce qui concerne les charges, qu'est-ce qui est important? Puis effectivement, manger tes brocolis, ça se peut que tu n'aies pas envie de les manger. L'idée, c'est de ne pas forcer, jamais, mais c'est de lui présenter. Puis c'est de lui présenter aussi des aliments qu'il aime au travers les choses qu'il aime moins. L'idée, c'est que tranquillement, il ait envie de pouvoir un jour peut-être y goûter sans que ça devienne une agression supplémentaire. Mais si je le force, assurément, je vais m'éloigner du fait qu'il ait envie de se lancer. Fait que moi, c'est la perception que en fait, c'est dans cette énergie-là que j'amène toujours le parent à se questionner en se disant, l'idée, c'est pas d'être dans un cadre rigide, c'est d'être dans un cadre sécurisant, puis comme je dis, un cadre doux. Ça se peut là, qu'il y en ait des journées où ça va pas bien, puis que moi, comme parent, je suis à bout. Bien, c'est correct d'être à bout, puis ça se peut que je dépasse moi-même ma propre limite ce soir-là, puis ma ballonne à pète à côté. Mais c'est-tu grave? Non. Mais ce qui est important, c'est de ramener ça, puis aussi de revenir sur la situation avec l'enfant, puis de faire un retour. Puis c'est ça qui va être aidant. Puis quand on parle d'un cadre, c'est ça aussi, c'est de dire, bien, quand on est des humains, on est tous sauf parfaits, puis ça arrive qu'on a des débordements, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je pense que c'est une roue qui tourne, puis s'arrêter, je pense que tu le disais tantôt, je pense que c'est une des meilleures stratégies pour pouvoir observer qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui convient à mes enfants, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui ne convient pas à mes enfants, et de faire en sorte qu'on puisse moduler différemment. Puis on a cette chance-là ici quand même. Il y a des pays qui n'ont pas le choix. Quand on pense présentement à la guerre, les autres, ils ne se posent pas de questions à dire est-ce que je reste. Ben oui, il y en a qui se posent à se dire je reste ou je fuis. Mais au-delà de ça,
Nous, on a quand même multiples choix qu'on peut faire et on a beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine sur les choix qu'on fait. Puis moi, ce que j'aime dans ton message aussi, c'est de, tu sais, au-delà d'essayer de trouver des trucs de compensation, puis oui, il peut y en avoir de ça, mais c'est de, OK, comment je vais créer une relation avec on va dire, mon hypersensibilité, comment je vais la comprendre, puis comment je vais créer comme une danse pour essayer de l'adoucir, tout ça, là. Et quand plus l'enfant est jeune, bien, plus c'est aux parents de faire cette connexion-là, cette relation-là avec l'enfant, là. Oui, puis en fait, plus tôt on est capable d'identifier cette hypersensibilité-là, plus tôt on pourra mettre en place des stratégies, mais aussi en ayant une perception qui n'est pas une perception comme étant une limite, un problème. Pour se débarrasser, là. Oui, exact. Plus on va aider aussi l'enfant à se construire au travers ça, et plus on va aider l'enfant aussi à l'accepter. Donc, je pense qu'à la base, si nous, comme parents, on est confortable avec cette hypersensibilité-là, on va aussi partager ça à notre enfant qui, lui, va devenir à son tour confortable et qui va l'utiliser comme étant justement un super pouvoir et non pas comme une limitation. Parce que jadis, ça a été beaucoup ça, où on l'a vu comme étant quelque chose de hypothéquant. Parce que, ben voyons, tu pleures, ou voyons, toute ta graisse, ou... mais non, c'est juste de trouver justement les environnements, puis qu'on se le dise, la stimulation, comme je disais tantôt, est partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter aussi de combler les vides avec remplir par plein de stimulation, puis c'est ce qu'on a tendance à faire, puis pas pour mal faire, c'est on a l'accès, c'est là. Mais en même temps, c'est correct de s'ennuyer, c'est correct d'avoir rien à faire, puis c'est correct que les enfants disent « c'est vraiment plate! » Ben oui! Plus tu trouves ça plate, plus tu vas être créatif, puis plus tu vas être dans ta résolution de problèmes qui va t'aider pour toute ta vie. Tu sais? Mais ça, puis, c'est... Je fais un lien avec ton autre clé, tu l'as appelé « encourager ». J'imagine que c'est... Je te laisse aller là-dessus. Oui, bien, en fait, c'est ça, c'est aussi encourager. Là, on parle, tu sais, de ce qui touche, mettons, les découvertes alimentaires ou les découvertes dans la vie, parce que les hypersensibles ont tendance à pas vouloir se lancer. Ils n'aiment pas beaucoup tout ce qui touche l'imprévisibilité, tout ce qui touche la nouveauté. C'est des facteurs de stress importants pour eux. Bien, à ce moment-là, de les encourager, mais sans les forcer. Puis c'est ça qui est dur parce qu'on se dit, ben voyons donc, let's go, c'est supposé être le fun, viens-t'en. Non, je ne veux pas y aller. Puis là, c'est là que souvent s'ensuit une escalade parce que l'enfant sent justement notre stress à nous monter. Le sien monte et là, ça fait boule de neige. Puis en bout de ligne, ben, on s'éloigne de l'objectif d'aller faire une activité extraordinaire qui était super plaisante au départ, mais qui finalement... Tout a été gâché, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, d'encourager sans forcer, mais surtout aussi d'être capable de nommer des fois, de nommer le besoin derrière. Je comprends que tu as peur parce que tu ne connais pas c'est quoi. Viens, on va y aller ensemble. On va le faire ensemble. Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi. On va découvrir ensemble. C'est ça aussi. Puis de s'arrêter des fois dans des situations comme ça aussi, de dire, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Ça va permettre aussi d'encourager plus facilement l'enfant. Mais donc, allez, voyons, ça va être le fun, viens, puis d'entrer dans le forcé, comme tu dis, s'arrêter, qu'est-ce qui se passe, reculer, puis OK, là, je comprends, puis on revient oui, juste de nommer le besoin derrière, souvent, ça va faire que l'enfant va accepter. Comme, par exemple, par rapport à la découverte alimentaire, c'est vrai hein, que c'est pas très joli comme, tu sais, par exemple, couleur ou, tu sais, de nommer puis de dire, c'est vrai que ça ne donne pas le goût nécessairement du goûter. Bien là, OK, on va l'essayer ensemble. Puis c'est vrai que des fois, on n'est pas disposé non plus à être dans le « Ah, cool, on va enrober la situation ». Bien, à ce moment-là, moi, je dirais, si on n'est pas disposé à le faire, là, bien, on peut laisser tomber l'activité ou la présentation d'un nouvel aliment ou de... C'est correct. Il faut toujours se dire, est-ce que c'est nécessaire de le faire au moment où on le fait? Puis des fois, la réponse est non. Tu sais, des fois, on se force à se dire, bien là, il faut qu'on aille voir grand-maman parce que là, grand-maman s'ennuie de nous. Mais tu sais, si moi, comme parent, j'ai pas envie de l'avoir parce que là, je sens que ça va être un après-midi difficile, je suis fatiguée, bref. Bien, dis ça aussi, mon enfant le sent, puis ça aidera pas la situation, puis ça va faire que ça va augmenter le stress chez tous et chacun.
Fait que bref, ceci étant dit, je pense qu'il faut aussi observer nos propres limites derrière tout ça pour encourager l'enfant, puis surtout l'amener, le lifter up, là, que je m'amuse à dire, mais c'est vraiment ça. Puis il faut aussi être indulgent vers nous-mêmes, puis se dire, ben ça se peut là, qu'il y ait des fois qu'on n'ait pas le goût, puis c'est correct. C'est correct. On s'en impose beaucoup, beaucoup trop. Super. Puis j'avais une question, je ne sais pas, on sort un peu du sujet, mais c'est une question qui, tu verras comment tu y réponds. Est-ce que les hypersensibles ont souvent des douances aussi, ou on pourrait le mettre plus large, d'autres troubles? Ben, en fait, de un, la douance, pour moi, c'est pas un trouble, mais bon. Bref, moi, je dirais qu'on voit souvent chez les... En fait, c'est pas tant nécessairement chez les doués, parce que les doués, c'est à peu près un 2 là, c'est assez rare. Mais chez les gens qui ont un haut potentiel, on en voit qui ont justement, qui ont une hypersensibilité. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es dans un haut potentiel que nécessairement tu as une haute sensibilité. Donc, mais oui, on voit chez plusieurs qui ont un haut potentiel, qui ont une hypersensibilité. Et je dirais aussi, il y a souvent chez les hypersensibles beaucoup d'anxieux, voire même des fois de troubles anxieux. Mais ça ne veut pas dire qu'encore une fois, parce qu'on a une anxiété ou un trouble anxieux, qu'on est hypersensible et vice-versa. Mais souvent, l'hypersensibilité peut mener à de l'anxiété parce que, justement, il y a toujours plein de choses qui se passent. Puis d'ailleurs, dans le cerveau d'un hypersensible, les connexions neuronales sont multipliées, ce qui veut dire qu'on était capable, avec des IRM, de voir. C'est intéressant parce que ça change aussi nos perspectives. C'est qu'il y a tellement de connexions, contrairement à un cerveau de quelqu'un qui est moins sensible, qu'une affaire va faire penser à une autre, à une autre, à une autre. Fait que ça fait que c'est toujours en effervescence dans le cerveau d'un hypersensible. Alors, c'est difficile de mettre la switch à off parce que ça roule tout le temps. Donc, assurément, on peut aussi des fois, peut-être, dans certaines situations, tu sais, se dire, par exemple, ça peut amener des difficultés à se concentrer si j'ai toujours plein de choses qui se passent dans ma tête parce que là, l'enseignante vient de dire quelque chose, puis tout ça. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai un trouble d'attention. Ça se peut que je sois juste comme dans cette effervescence-là, qui est toujours souvent présente. Puis des fois, même au niveau du sommeil, ça peut impacter aussi là, chez les hypersensibles. De là, l'importance de prendre le temps de se déposer, prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de trouver qu'est-ce qui fait du bien, surtout le soir. Ça va souvent aider à pouvoir passer une belle nuit, puis surtout être très reposé. On se gardera un temps à la fin, là, ça ne se dit pas pendant les clés, quelques stratégies que tu trouves gagnantes avec tes clients, mais je vais t'entendre sur la prochaine clé que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Là. Tu parles de cachette secrète. Oui! En fait, justement, dans l'optique d'être isolé, ou du moins dans sa bulle, souvent, les enfants, puis surtout ceux qui vivent en garde partagée, ceux qui se retrouvent à avoir, c'est ça, des contextes d'adaptation à gauche et à droite, n'ont pas de lieu où ils peuvent se retrouver seuls avec eux-mêmes. Puis souvent, moi, je vais amener l'effet cachette secrète. On va aller dans dans quelque chose de simple, dans ton fond de garde-robe. Donc, j'ai vu plein de choses extraordinaires, des petites lumières de Noël recyclées dans le fond du garde-robe avec la doudou ultra confortable, avec, par exemple, une petite radio. Bref, multiples possibilités, mais un endroit où l'enfant peut se réfugier pour juste faire comme... Je m'apaise puis je me retrouve seule dans mon univers, dans ma bulle, parce que c'est difficile d'avoir un moment où on se retrouve dans notre bulle, mis à part quand on fait dodo. Donc, souvent, ce lieu-là va pouvoir servir. Puis, en fait, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il serve de conséquence. C'est pas une conséquence d'aller là, c'est quelque chose de plaisant. Dans ta bulle. Ouais. Alors là, ça devient souvent systématiquement, il y a plusieurs de mes clients qui vont l'utiliser plus dans le cadre de la routine. Tu sais. On arrive justement de la garderie, de l'école, là,
l'enfant mange une collation, même il peut manger une collation dans sa cachette secrète, ou là, il va aller lire un livre, il va aller juste se reposer, il va juste écouter de la musique. Bref, ça devient un endroit secret et surtout un endroit où je me fais pas déranger. C'est sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant, là, mais ça aussi, c'est important parce que des fois, on a tendance à être envahissant, à dire bon, ben là, puis de rentrer, puis des fois, ben la fratrie aussi aide pas, là, donc il faut trouver des fois des plans B ou voir comment on peut faire pour que la cachette demeure vraiment secrète. Ouais. Mais assurément, il faut que ce soit un lieu qui soit à moi. Parce que des fois, il y a certains parents qui ont essayé de partager, par exemple, la cachette avec un autre, mais là, ça cause problème parce que c'est. Puis, tu sais, soit dit en passant, c'est pas une cabane en bois avec. Tu sais, parce que des fois, il y a des parents qui pensent que là, il faut qu'ils achètent un tipi puis qu'ils mettent. Ça n'a rien à voir. Là. Ça peut être un drap qui est suspendu puis que, tu sais, je pense que l'idée, c'est de trouver sa bulle. C'est ça simple, là, c'est juste d'avoir un lieu. Okay. Totalement. Puis, assurément, je dirais que ça fonctionne vraiment bien quand on l'utilise en lien avec les besoins de l'enfant. Puis souvent, ben, plus petits, les enfants, de toute façon, ne voient pas le besoin de se retrouver dans leur bulle. Souvent, ils sont nés dans la surstimulation, donc pour eux, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Comme tu dis, quand ils sont plus petits, c'est de les accompagner là-dedans à voir, OK, là, ça serait le moment, puis on fait quelque chose d'intéressant pour les accompagner. Puis à l'école, ils le font aussi de plus en plus, les coins de calme. C'est sûr que là, c'est pour tout le monde. Là. Ils n'ont pas chacun leur petit coin là, habituellement, là, mais on l'amène, oui, de plus en plus dans les milieux scolaires pour justement, puis souvent, c'est que c'est pas juste coupé de stimuli, par exemple, auditifs, mais aussi visuels. Fait que l'importance même de mettre des bouchons, des coquilles, c'est tout. Mais c'est tout sensoriel. Là. Oui, puis c'est toujours aux besoins de l'enfant. Il faut toujours se référer parce que c'est pas vrai que d'emblée, on a besoin de mettre des bouchons puis se mettre un loup sur les yeux pour être capable d'arriver à se couper. Mais il y a différentes stratégies qui vont être comme plus communes, comme se retrouver juste dans un endroit clos, qui est comme avec une lumière qui est douce, que j'ai choisie, mais ça va être très aidant. Donc, c'est ça, la cachette secrète. Puis, je dirais que même souvent, les parents me disent moi, j'ai trouvé ma cachette secrète, puis je vais aux toilettes, je barre la porte, puis je mets des petits lampions. Puis, bref, c'est important. On rit, mais c'est important aussi pour les parents. Parce que trop souvent, nous aussi, on est complètement surstimulés. Puis, d'avoir un endroit où on peut se déposer, ça va devenir hyper important. Puis, si on veut être aidant aussi pour notre enfant. Puis, des fois, de se le dire qu'on le fait pour nous, mais des fois, on se dit ben là, j'ai pas le temps. Mais en le faisant pour nous, puis en se disant ben là, ça aide mon enfant, des fois, ça nous motive un peu plus à le faire. C'est tout aussi important. Oui. Voilà. Puis, 6e clé, tu dis ne pas surenchérir. Oui, bien en fait, c'est que des fois, on a tendance à bien focusser sur là, ça fonctionne pas, on sait bien, toi, par exemple, à l'école, il s'est passé quelque chose. Puis là, on revient là-dessus, puis là, on en reparle, puis là, on essaie de décortiquer ça. Puis comme je disais tantôt, trop vouloir travailler ça, trop vouloir. Oui, exact. Ça va venir créer l'effet inverse. Puis aussi, dans le contexte de parents, justement, séparés, en garde partagée, c'est aussi quelque chose, c'est un enjeu qui existe, c'est que les parents s'informent entre eux de ce qui se passe. Fait que là, on multiplie les interventions et là, ça devient un problème, un fardeau, puis ça devient une grosse roche sur le dos des enfants. Donc, c'est super important d'être aussi dans cette cohérence-là le plus possible, dans la mesure de ce qu'on peut. Mais c'est pas parce qu'on est séparés. Des fois, on peut être en couple ensemble puis avoir cette même dynamique-là. Donc, là, t'as fait ci, t'as fait ça. Un enfant hypersensible là, va comprendre facilement, en fait, il va se sentir facilement coupable de quelque chose. Il va tout de suite sentir que ça n'avait pas lieu d'être. Fait que déjà, juste ça, c'est suffisant pour lui apprendre à ce que, oups, c'était pas une bonne affaire ce qui s'est passé là, puis ça va pas l'aider nécessairement. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller dans la punition ou dans, le retrait. Moi, je dirais de toute façon, le retrait, souvent, ne va pas mener à ce qu'on cherche. Il va souvent augmenter l'intensité et souvent même la détresse. Donc, moi, je dirais ça aussi, c'est important. On pourrait en parler toute la journée. Je vois le temps qui file.
Non, mais c'est ça. Puis donc, ce que je comprends, c'est oui, il y a une intervention, un accompagnement, mais après ça, on passe à autre chose. Là. On reste pas là-dessus, puis on n'insiste pas, puis on. Non, parce que ça n'aura pas nécessairement une portée plus grande, au Plus grande, contraire. c'est ça. Ça va plus souvent empirer la situation plutôt que de l'améliorer. Donc, je pense que de nommer puis d'être, ça aide aussi le parent à dire, bon, ben là, c'était quoi l'essentiel de tout ça? Fait que là, il n'y a pas de recul. Je dirais dans tout ça, ce qui est important, c'est d'être capable de s'arrêter, observer ce qui se passe, se questionner qu'est-ce qui est bon, moins bon, puis surtout de le faire régulièrement pour soi, mais d'amener aussi l'enfant à le faire. Fait que comme ça, pour l'enfant, ça va lui permettre à lui aussi de trouver ses propres stratégies internes puis qui vont l'aider pour toute sa vie, là, parce que c'est les bases. Puis en parlant de stratégie, là, tu nous as parlé celle de la cachette secrète. Est-ce que tu en as, mettons, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'il nous reste, une autre que tu dis, elle est souvent gagnante avec mes clients? Bien, les collations, tu sais, j'en parlais tantôt, là, ça, c'est super, super, super important. Que l'enfant ait toujours des collations à portée de main tout le temps. Puis même l'adulte, je dirais, ça va être super aidant. Fait que oui, d'avoir les collations à portée de main, des bonnes collations, puis de ne jamais empêcher un enfant de manger s'il mentionne qu'il a faim, assurément de pouvoir lui fournir quelque chose à manger qui va pouvoir être nourrissant, mais surtout qui va pouvoir lui combler sa faim. Parce que la faim va souvent augmenter l'irritabilité et souvent va s'en suivre toutes les crises qu'on peut connaître là, de fin de journée. Donc ça... Il y a Jennifer Collary qui parlait du Three Bites Rule, la règle des 3 bouchées, ou surtout qu'il y a un enfant qui commence à s'ajouter ou qui commence à dire « Attends un peu, stop, prends 3 bouchées, là. » On s'en reparle après. Puis souvent, ça a envoyé une différence. Là. Après 3 bouchées, l'enfant, oups, le système se replace. Là. Oui, puis en fait, aussi, ça fait partie aussi de stratégie de détourner un peu l'attention aussi. Tu sais, bon, là, les 3 bouchées, mais tu sais, ça peut être aussi de dire hey, tu veux-tu un verre d'eau? Tu sais, des fois, c'est que dans notre intensité, puis c'est ça, on se nourrit tu sais, de cette intensité-là de part et d'autre. Fait que c'est juste de mettre un stop à ça. Mais c'est là que c'est difficile aussi pour les parents, c'est que des fois, on est comme coincé là-dedans. Puis c'est souvent avec le parent hypersensible que ça va augmenter l'intensité. Fait qu'une stratégie qui peut être aidante pour le parent, c'est d'arriver à fermer ses yeux, à faire des inspirations. Moi, j'appelle ça des respirations bedons. Là. Donc, tu zippes ta bouche, tu arrêtes de parler, t'inspires, t'expires par le nez, puis tu t'imagines dans un endroit où sans enfant, où tu es bien, puis même si tu es à côté de l'enfant, assurément, ça va diminuer l'intensité d'une manière considérable, instantanée, puis en respirant consciemment, ton enfant, il va suivre ta respiration. Mais il faut arriver à le faire, puis c'est pas facile à faire. Mais ça peut être... C'est créer le petit stop mental pour l'activer, là, cette stratégie-là. Puis là, on n'aura pas le temps de parler parce que toi, tu avais quand même une position, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de troubles de modulation sensorielle, c'est de travailler de différentes façons, puis je sais que c'est peut-être pas une avenue à laquelle, comment tu... Ben, peut-être en 30 secondes, là, parce que je veux qu'on monte aussi ton carnet, là. Bien, en fait, les ergos s'intéressent beaucoup à, justement, en ce qui concerne l'hypersensibilité du côté, justement, un peu plus, je dirais pas pathologique, mais en fait, en amenant justement le diagnostic de troubles de modulation sensorielle. Moi, je n'ai pas choisi cette avenue-là parce que je trouve qu'elle ne correspond pas nécessairement à l'ensemble, finalement, de ce qu'on peut voir en ce qui concerne l'hypersensibilité. Je n'ai rien contre, au contraire, je me dis, chacun a... Ça peut être fait en parallèle aux besoins, mais c'est d'avoir une nouvelle. C'est pas de le voir comme un trouble, mais de le voir comme, OK, je peux le travailler, mais avant de le travailler pour ne pas me battre contre, voici ma posture que je vais prendre avec ça. Là. Oui, exact. Puis on peut justement amener comme tu dis, plein de stratégies. Ça peut faire partie des stratégies qui vont aider à s'adapter. Que ce soit ça, que ce soit différent, peu importe. En fait, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va faire du sens pour moi comme parent,
pour mon enfant aussi. Donc, que ce soit de travailler certains aspects avec un ergo, parfait. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme étant un trouble à la base, mais ça pourrait mener à un trouble qui puisse faire en sorte que ce soit difficile et que ça fasse que notre quotidien soit hypothéqué à certains niveaux. À ce moment-là, à voir selon chaque individu comment on l'amène, mais assurément, moi, l'hypersensibilité à proprement dit, je ne le vois pas comme étant une pathologie, mais pas du tout. J'aimerais ça, avant qu'on se quitte, que tu nous montres, parce que toi, justement, avec ton expertise, tu en es venu qu'à développer des outils ou des. Oui. Est-ce que tu veux je vais partager. En fait, je vous montrais tantôt, là, j'ai un petit carnet qui. Un petit carnet qui, justement, qui va être explicatif, qui va parler de ce que c'est l'hypersensibilité, qui va souvent être un outil utilisé avec les enfants et qui est disponible sur, justement, je suis moi.ca. D'ailleurs, c'est ce petit carnet-là qui nous a amené, ma soeur et moi, à développer finalement une petite boutique qui permet justement de répondre aux besoins des hypersensibles. Donc, surtout, au niveau sensoriel de la peau, on a des vêtements. Donc, il y a aussi en fait, souvent, les hypersensibles ont de la difficulté justement à s'afficher ou on n'ose pas nécessairement en parler parce que de peur de se faire juger ou de se faire dire, ben voyons, tu sais. Mais en même temps, comme je disais, si on l'amène sous étant une belle grande force, puis qu'on l'assume, ça va être extraordinaire. Donc, on a des cache-cous qui sont doux et plein de couleurs qui vont justement souvent être... en fait, les couleurs vont représenter les émotions. On a des bas qui arrivent là cette semaine, des bas sans couture. On a un paquet de choses qui vont permettre finalement aux hypersensibles de pouvoir bien vivre leur quotidien, d'être confortables. Du moins, on essaye. Donc, si vous avez des suggestions, des suggestions, mais assurément, le degré de confort des hypersensibles est important, en fait, pas juste les hypersensibles. Puis, on peut ne pas être hypersensible et puis aussi porter nos vêtements. Assurément, on a le droit d'être, puis c'est ça, notre compagnie s'appelle Je suis moi, donc on a le droit d'être soi, peu importe qui on est. Ah, mais en tout cas, j'aime bien le petit carnet, là, je pense que ça peut être un must. Puis là, merci à tous ceux qui ont été là en live. Merci à toi, Joanne. Je pense que ça a vraiment été apprécié. J'ai vu qui dit, tu me confirmes beaucoup de choses. Un gros merci. Merci beaucoup, cette conférence. Encore là, me confirme beaucoup de choses, m'aide. Des questions peut-être qu'on a moins de temps de répondre. Là, quoi faire en milieu scolaire quand c'est pas l'heure de la collation. Mais ça, j'imagine qu'il y a des... Je ne sais pas si tu veux prendre 2 secondes, mais j'imagine qu'il y a des ententes qui peuvent être prises. Là, mais... Ah oui, assurément, mais souvent, ça va être de discuter justement avec les enseignants. Puis dans la revue, justement, je propose dans les classes d'avoir accès. Puis il y en a plusieurs parents, pas parents, mais enseignants qui acceptent que les enfants mangent des collations en tout temps dans leur journée. Je dirais que c'est de moins en moins atypique là, comme intervention. En fait, c'est plus dans un contexte de justement, on est dans un milieu de vie, puis on peut permettre ça. Ça dépend de l'ouverture, de la vision de l'enseignante, fait que tout ça peut se travailler là aussi, j'imagine, en communiquant. Oui, exact. C'est souvent des choses que moi, je vais discuter avec les enseignants quand ça se pose. Là. J'invite tout le monde à aller voir ton site et te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Je pense que tu as ta page également. Oui. Alors, puis Joanne, je voulais reprendre le temps de te remercier. Super intéressant. C'est sûr qu'on aurait pu aller en profondeur dans plein de sujets, mais on voulait y aller globalement là, avec nos 6 clés. Puis je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, moi, si je peux aider les gens, justement, mon plus grand souhait, c'est qu'on puisse être tout simplement nous-mêmes. Puis moi, c'est ma mission de mon travail depuis 25 ans. Et j'espère pouvoir encore le faire encore et encore. Puis grâce à des gens comme toi, comme nous, le monde, justement, va pouvoir être mieux, puis surtout trouver leur place. Donc, souhaitons-nous de trouver notre place dans ce monde. Je pense qu'en fait, on en a tous une place. Donc, voilà. Merci, merci. Être nous, je suis moi. Merci, beau jeu de mots, j'allais dire. Merci beaucoup à tout le monde pour vos beaux commentaires. Nous, on va aller, vous pouvez continuer, à ceux qui vont écouter en différé, vous pouvez continuer à commenter, on ira vous répondre, on ira mettre les liens aussi.
Oui, des références, la revue, etc. Là. les Et questions. alors, ouais, le questionnaire. Merci beaucoup, puis bonne fin d'après-midi. Bye bye tout le monde. Merci, à vous autres aussi. Au revoir.